Salut à tous, vous regardez Campus Channel, merci d'être avec nous. On est ici pour 1 heure de chat décomplexé avec Audencia Business School et son programme Grande École. Alors aujourd'hui c'est un spécial admissible prépa, alors si vous êtes admissible ou si vous comptez l'être dans les années à venir, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer toutes vos questions. Et on commence tout de suite avec le pitch. Et j'en profite pour vous présenter nos interlocuteurs et interlocutrices du soir. Nicolas Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Directeur du programme Grande École, à vos côtés Claude Lombard, bonsoir. Bonsoir. Directeur des études et admissions du programme Grande École aussi. Et puis en deuxième partie de ce live, c'est un étudiant, Sabri Hayat, qui est étudiant donc en deuxième année du PGE, qui viendra répondre à toutes vos questions. Nicolas Arnaud, est-ce que vous êtes prêt pour ce pitch? Oui. 1 minute chrono, pas une seconde de plus. Attention, top, c'est parti. Alors, Audencia Business School, c'est une école qui se veut différente dans le monde des business schools françaises et internationales. C'est une école qui a une histoire, qui a une vieille histoire. C'est une école avec des valeurs d'audace, d'écoute, de responsabilité, également d'humanité. Souvent, je dis qu'Audencia, c'est plus qu'une école, c'est vraiment un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'expérience. Et aujourd'hui, Audencia est souvent bien reconnu, à la fois pour la qualité de son programme Grande École, son insertion professionnelle qui positionne Audencia souvent dans le top 4, top 5 des écoles de management. Et puis une satisfaction étudiant, et là je remercie à mes étudiants, qui positionnent Audencia souvent premier, deuxième, en tout cas sur le podium, sur la satisfaction étudiante. Donc en 2019, on aura une multitude de nouveautés, donc bien évidemment, venez en profiter, et j'espère avoir de grandes questions là-dessus. Très bien. Eh bien, écoutez, vous êtes parfaitement dans les temps. Depuis chez vous, vous continuez à nous envoyer toutes vos questions. Elles s'affichent juste ici, à droite ou en bas de votre écran, en fonction de l'appareil depuis lequel vous nous regardez. Et en régie, on envoie la première question. Eh bien, que je vous laisse prendre, Claude. Comment se préparer à la première partie de l'oral avec l'exposé de culture générale? Qu'attendez-vous des candidats dans cette partie de l'oral? Alors, dans le cadre de cette première partie, l'objectif c'est de permettre à l'étudiant de démontrer au travers 5 minutes d'exposé l'ensemble des connaissances acquises, et on sait qu'elles sont tout à fait vastes et nombreuses au niveau de la prépa, de pouvoir sur le sujet qu'il choisira, puisqu'en fait il va tirer un papier sur lequel il aura une citation ou un concept. Le choix étant entre l'un et l'autre, et dans tous les cas, l'objectif c'est véritablement de pouvoir développer une argumentation sur le point de vue de l'étudiant sur la question qu'il aura tirée au sort. Ces 5 premières minutes, de fait, permettent au candidat de prendre la main sur son oral, puisqu'il aura 30 minutes pour préparer cet exposé. C'est lui qui déterminera au travers l'argumentation qu'il va développer la manière dont il veut aborder la question, probablement, s'il se débrouille bien, la manière dont il pourrait imaginer les premières questions que pourrait lui poser le jury sur l'exposé qu'il aura conduit. Et c'est bien une manière en fait de montrer sa capacité à argumenter à l'oral. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples, Nicolas? Alors, je vous laisse rebondir. Oui, non, moi j'avais une précision en complément de ce que disait Claude Lombard, c'est que c'est un exercice qui vise à mesurer, objectiver les qualités argumentatives et oratoires en fait d'un candidat. Et c'est pas à ce moment-là de l'entretien qu'on parle de ses expériences personnelles. Il y aura les 25 autres minutes pour parler de l'expérience personnelle, mais sur les 5 minutes d'exposé, on attend vraiment un exercice intellectuel d'argumentation et de conviction. Et alors, est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de sujets qu'il y a eu les années passées ou qui peuvent... Oui, bien sûr. Alors, il y a environ 300 sujets qui tournent durant le concours. Par exemple, sur le concept, ça peut être la parole, l'échec, le bonheur, le travail. Et il faut y aller avec un côté un peu philo, parce que le travail, on imagine, ou ça peut être lié à l'actualité, c'est un peu ça qu'il faut rechercher. Il n'y a pas d'attendu particulier. Ça peut être philo si le candidat est à l'aise avec la philo. Ça peut être de la philo, de la littérature, le dernier roman sud-américain qui a été lu, la dernière série télé qui a plu. Mais l'idée, c'est d'avoir des arguments et d'utiliser des exemples pour soutenir ces arguments. Et cet exposé n'est pas une succession d'exemples. Voilà. Et est-ce qu'on peut aussi décider peut-être de problématiser le sujet, c'est-à-dire si on nous donne le travail, on peut partir sur par exemple l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail et rester là-dessus? Pourquoi pas? Effectivement, c'est au candidat de définir en fait le périmètre de l'analyse et de la réflexion qu'il va partager pendant 5 minutes avec le jury. Sur ces oraux, donc, il y a ces 5 minutes autour du sujet, ensuite 25 minutes un peu de dialogue avec le jury. Est-ce qu'il y a d'autres épreuves auxquelles il faut s'attendre?
Non, c'est l'épreuve principale individuelle d'Audencia. Et puis après, il y a 2 épreuves de langue, mais qui sont plus classiques sur les 2 langues étrangères pratiquées par le candidat. Un petit mot peut-être sur les dates. Ça y est, les étudiants ont passé les écrits déjà. Quand est-ce qu'ils auront les résultats d'admissibilité ? Ils auront leurs admissibilités à partir du 13 juin. D'accord. Et les oraux démarrent le 18. Très bien. Et donc, ils choisissent le créneau qu'ils veulent prendre pour les oraux. On leur fera une proposition de date et puis après, ils ont tout loisir de pouvoir nous contacter pour changer la date en fonction de l'organisation de leurs oraux. Très bien. Je vous laisse prendre, Nicolas, la question suivante. Alors faites-vous de l'alternance dès la première année. Alors du coup, je ne sais pas si cette question est posée par un préparationnaire ou éventuellement un admis sur titre qui est en cours de validation d'une licence. En tout cas, le cycle master, l'alternance concerne le cycle master. Et en fait, dans un cursus qui intègre une demi-année de césure, donc un cursus en 4 ans post-prépa, l'alternance est possible effectivement sur les 2 dernières années du cursus, du cycle master. Très bien. Alors ça permet cette question d'avoir peut-être une discussion plus générale autour du programme des cours. Comment ça se passe concrètement quand on intègre Audencia ? Qu'est-ce qu'on va étudier comme matière ? De manière générale ? De matière générale. D'accord. Alors de manière générale, la première année pour les étudiants préparationnels est structurée sur 3 dimensions. Une première dimension sur ce qu'on va appeler les fondamentaux du management, avec l'idée de découvrir le marketing, la finance, le management, le droit, les systèmes d'information digital. Donc ça c'est le tronc commun. L'idée, c'est de donner un vernis, et plus qu'un vernis, une triple couche de fondamentaux du management pour permettre aux étudiants de découvrir en fait ces nouvelles notions, ces nouveaux concepts et les métiers afférents à ces thématiques-là. Donc ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, c'est tous les cours d'ouverture. Alors là, il y a à peu près une quinzaine de possibles. Donc je peux les lister, mais ça va être un peu long. Et la troisième dimension, c'est la vie associative qui est intégrée en fait à la première année du cursus, et qui est un moment de responsabilisation, de mise en pratique en fait, des fondamentaux de gestion acquis par ailleurs. Et ensuite, plus on avance, et plus en fait on a le choix sur les thématiques de management sur lesquelles on a envie de se spécialiser. Au jour d'aujourd'hui, le programme Grande École, c'est plus de 70-75 environ parcours de spécialisation possibles, double diplôme internationaux. On vient de signer 2 nouveaux accords avec des instituts d'études politiques. On a signé l'an dernier avec l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. On ouvre un nouveau parcours sur le management de la filière musicale, sur la création audiovisuelle, sur les métiers de la compliance. On a ouvert l'an dernier une spécialisation sur le pilotage des stratégies de développement durable des entreprises. Et au bout du bout, donc plus de 70 parcours et plus de la moitié des étudiants suivent le cursus tout ou partie en anglais. D'accord. English Track, Voilà. du coup. Dès la première année et bien plus au-delà. Claude, je vous laisse prendre la question suivante. Bonsoir, peut-on monter sa boîte après Audencia ? Oui, bien sûr. On peut d'abord choisir la majeure entrepreneuriat, ce qui va permettre à l'étudiant de pouvoir approfondir des connaissances sur ce terrain. Un séminaire entrepreneuriat est présent dans le tronc commun pour tous les étudiants. Je pense que c'est important qu'ils puissent appréhender cette dimension. Mais bien sûr, pour ceux qui ont la fibre créatrice, il y a une majeure dédiée. Et au-delà de la majeure, il y a aussi la possibilité de rentrer en fait dans l'incubateur. La particularité à Audencia, c'est que cet incubateur, il a été structuré avec 2 autres écoles, l'École centrale de Nantes et l'École nationale d'architecture de Nantes, ce qui permet aux étudiants qui ont des projets qui intègrent parfois une dimension technique, eh bien de pouvoir aussi travailler avec des ingénieurs, avec des architectes, donc de pouvoir structurer en fait leurs projets avec des personnes qui disposent des compétences utiles au développement de l'activité. Alors ça, c'est sur le après, mais pendant son cursus, est-ce que vous avez des étudiants entrepreneurs ? Est-ce que vous Oui, les bien encouragez ? sûr. Oui. Environ 3 à 5% de nos diplômés en fait, ont monté leur boîte durant leur vie d'étudiant. Entrepreneur du coup à Audencia. J'ajouterais par rapport au séminaire effectivement sur l'entrepreneuriat qui fait le kick-off du cycle master, que pour la rentrée prochaine, les 8 meilleurs étudiants qui porteront le meilleur projet d'entrepreneuriat se verront offrir en fait un bootcamp au sein de l'une des meilleures écoles au monde de code. Donc c'est un bootcamp de 9 semaines pour vraiment apprendre à coder. Une école française ou C'est une école française qui est extrêmement réputée à l'international, qui s'appelle Le Wagon. D'accord, Voilà. ouais, qui est assez connue. Vous confirmez? Oui. Je confirme. Voilà. Campus Chanel confirme. Donc ça c'est la nouveauté parmi d'autres aussi sur l'entrepreneuriat et sur le fait d'accompagner à la fois les meilleurs et puis plus largement cette collaboration va intégrer une grande diffusion sur le digital et le coding
au sein du cycle master. Et alors Claude, est-ce qu'il y a des aménagements de parcours qui sont possibles, que ce soit pour ces étudiants entrepreneurs ou de manière générale? Est-ce qu'on peut moduler un petit peu ces cours si on a une vie, on a tous une vie à côté, mais si on a une vie professionnelle ou associative prenante en plus des cours? Alors, il y a des passages obligés, on module pas complètement l'ensemble de sa scolarité, mais on peut tout à fait, dans le cadre de son parcours, marquer des périodes au cours desquelles on va souhaiter pouvoir prendre le temps de développer un projet, par exemple. On a, à Audencia en particulier, et c'est une spécificité, une proposition auprès des étudiants qui consiste à interrompre tout à fait officiellement leur scolarité entre la première et la deuxième année, notamment pour conduire un projet personnel. Alors, qui peut avoir trait éventuellement à la création d'entreprises, mais c'est assez rare. C'est plutôt des projets liés à des passions et qui permettent aux étudiants d'aller jusqu'au bout en fait d'un terrain sur lequel ils ont déjà quelques années d'apprentissage. Nicolas, la question suivante est pour vous. Qu'est-ce qui différencie précisément Audencia des autres écoles? Du précis, du concret. Alors, c'est toujours une grande question. Précis, concret, je vais vous dire ce que nous disent nos étudiants qui ont choisi Audencia, puisque post-intégration, on organise toujours des focus group post-intégration pour justement recueillir tout un tas d'éléments, dont ceci. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, à Audencia, on a des heures de cours, on travaille, et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une école sérieuse. Ils nous disent, c'est sérieux, et en même temps, il y a, semble-t-il, et moi je ne suis pas étudiant à Audencia, et ce qu'ils nous disent massivement, vous demanderez à Sabri, qu'il y a un esprit de promo, il se passe quelque chose en termes d'humanité, de chaleur humaine, de relations interpersonnelles, qui font que, visiblement, le passage à Audencia est marquant. Probablement plus qu'ailleurs, si j'en crois, encore une fois, les étudiants qui ont choisi l'école, mais post-concours, en fait, donc post-première expérience. Et la troisième dimension qui nous renvoie, c'est cette multitude de parcours sur des terrains de jeu qui vont de la finance de marché pour faire du trading en commodities de produits énergétiques, jusqu'au management de la filière musicale, en travaillant dans l'audiovisuel, en étant chef de produit à Hong Kong dans le luxe, et une insertion professionnelle qui est aujourd'hui pleinement réussie. Voilà. Claude, au moment où on passe ses euros dans une école, c'est un peu un double jeu. C'est-à-dire, c'est à la fois l'étudiant qui doit séduire les personnes qui lui font passer les euros, mais c'est aussi à l'école un peu de séduire et de faire connaître son esprit. Oui. Au niveau Audencia, à quoi ils peuvent s'attendre les admissibles? Est-ce qu'il y a des activités, des présentations qui permettent d'appréhender l'esprit de l'école? Alors il y a surtout une équipe en fait d'admisseurs qui sont à leur disposition pour pouvoir répondre à toutes leurs interrogations, qui leur permettent aussi de pouvoir sentir l'ambiance de l'école et qui évidemment ont vocation à détendre les candidats aussi entre les entretiens. Ce sont quand même des périodes qui sont un peu difficiles pour les candidats, fatigantes, stressantes. Le fameux Tour de France. Le fameux Tour de France. Donc je pense que c'est important qu'ils puissent en fait se dégager de toute logistique pour pouvoir profiter pleinement de la période qu'ils passent à l'école pour appréhender ce qu'est l'école, comment ils vont y vivre, se projeter peut-être aussi sur ce que seront ce que sera l'environnement dans lequel ils évolueront après. Nicolas. Juste en complément, très brièvement, effectivement, ce que disait Claude est important. Il y a une équipe d'admisseurs qui est volontaire en fait. Ils ne valident pas un stage ou des crédits ECTS en étant admisseurs. Donc ils ont envie de venir, de partager leur expérience avec les candidats, vraiment parce qu'ils ont envie de ça, ils ont envie de faire vivre cette école. Et la conséquence de ça, c'est qu'on nous dit également, en quatrième point par rapport à la question précédente, c'est que les candidats et du coup les étudiants qui choisissent Audencia et qui viennent à Audencia ont le sentiment qu'il n'y a pas de décalage entre guillemets le rêve ou la vitrine qui aurait pu être construite et ce qu'ils ont découvert derrière. Et ça, j'avoue que, en tant que responsable du programme et dirigeant de l'école, c'est plutôt, forcément un élément de réjouissance. Ouais. Très bien. Alors, je suppose qu'on va faire une petite pause dans les questions et qu'on va tout de suite passer aux 3 mots max tabous. Le concept du 3 mots max tabou est extrêmement simple. Nos 2 intervenants vont avoir 3 mots maximum pour définir leur formation, leur programme. À chaque mot, un argument. Mais attention, ils ne peuvent pas tout dire puisque j'ai sélectionné en amont, avec la complicité de Clémence, l'autre journaliste de Campus Chanel, une liste de 3 mots tabous qu'ils ne pourront pas employer ce soir. Que ce soit dans les mots qu'ils vont nous donner ou bien dans la description qu'ils vont en faire. Et si ils emploient l'un de ces mots, ça sera le buzzer. Non, non,
Et non. Qui veut prendre le premier mot? Vous prenez les trois ou est-ce que vous séparez? Bah écoutez, je vais démarrer. En tout cas, ce qui caractérise Audencia, c'est d'abord la définition même du nom de l'école. Écoute et audace, c'est ce qui a structuré en tout cas l'origine d'Audencia. Alors écoute ou audace comme mot? Les deux, puisque c'est la contraction des deux mots latins, écoute et audace, et je pense que ça nous caractérise très bien. Le deuxième mot sera le mot multiplicité des choix. À la fois dans les enseignements de culture générale en première année, dans les différents choix de parcours de professionnalisation qui ont été évoqués tout à l'heure. Et puis le dernier mot, ce sera là aussi un double mot qui est lié à l'écoute, à la bienveillance et à l'exigence qui caractérise aussi l'ensemble du cursus d'Audencia. Très bien. Bon bah écoutez, parfait. Ah écoute, non, moi j'avais épanouissement, exigence et professionnalisant. Donc vos mots sont parfaitement dans les clous. Attention, il veut tomber. Et ben je vous laisse prendre, Nicolas, la question suivante. Bonjour, savez-vous à combien s'élève le salaire moyen à la sortie du programme Grande École? Pouvez-vous également nous donner les salaires les plus hauts à la sortie? Ça tombe très bien parce que j'ai eu les chiffres de la promo 2018 il y a 15 jours. Ah. Donc je suis totalement à jour. Les chiffres sont un peu meilleurs que l'an dernier, ils étaient déjà très bons. Donc le taux d'insertion professionnelle à la diplomation, c'est 95%. D'accord. Et le salaire moyen, alors je vais essayer de pas dire de bêtises, c'est 41,6 K euros annuels de fait. Ça serait bien aussi. Et le salaire le plus haut se rapproche des 200 K. D'accord. Oui, moi aussi ça m'a fait ça. Ah ouais. Et on sait ce qu'a fait cet étudiant où il y a un anonymat pour gagner 200, c'est de la finance Alors, c'est de la finance et c'est de la finance aux États-Unis. D'accord. Dans le cadre d'un double diplôme qui a été fait avec un partenaire d'excellence nord-américain. Et force est de constater que ça paye, hein, si je puis me permettre la formule. Où est-ce qu'on peut signer pour ce double diplôme? Il faut passer les concours d'admissibilité à Audencia Business School et il ensuite, faut refaire une prépa. Exactement. J'ai 50 ans pour me lancer. On vous dit à bientôt. Dans la finance, très bien. Bon, ça fait rêver en tout cas ces beaux parcours et puis même. Ouais, 41, alors, après moi je suis honnêtement très mesuré là-dessus. J'entends la question et qui est tout à fait légitime. Les coûts de scolarité aujourd'hui dans nos écoles globalement sont élevés, etc. Le retour sur investissement c'est important. Moi, je suis à l'aise parce que je connais très bien la performance de cette école en matière d'insertion pro. Après, vous savez, on a beaucoup d'étudiants qui travaillent dans le secteur culturel. On sait que c'est pas un secteur qui paye le plus. Et en même temps, quand on regarde les chiffres des étudiants qui travaillent dans ce secteur-là, c'est tout à fait décent par rapport à la moyenne. Et puis j'imagine aussi, allez, je vais peut-être extrapoler, mais même les personnes qui touchent, parce qu'un salaire médian, moyen, il y a des gens qui touchent moins. Même ceux qui touchent moins, finalement, ils sont peut-être sur un poste qui leur correspond. Exactement. Et c'est une opportunité. Oui, merci de le préciser. Vous l'avez mieux dit que moi. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Bon, non, c'est vrai. Excellent. Non, vous avez raison. Je vous laisse prendre, Claude, la question suivante. Alors, pouvez-vous nous présenter l'année de projet individuel? Alors, effectivement, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. C'est une année, en fait, qui se situe entre la première et la deuxième année. Et l'objectif de cette année de projet individuel, c'est de permettre aux étudiants d'accomplir un projet personnel. Donc, de sortir du cadre du management pour pouvoir soit compléter leur parcours dans des domaines passion, la musique, le théâtre, et pouvoir passer une année au conservatoire, aller jusqu'au bout de la pratique d'un instrument par exemple. Ça peut être aussi une année au cours de laquelle l'étudiant va suivre un parcours de formation dans un domaine qui l'intéresse, dans le domaine de la littérature, dans le domaine des beaux-arts, dans le domaine de l'histoire de l'art notamment, où on a toujours quelques étudiants qui sont passionnés et ont envie d'aller là aussi un peu plus loin dans leurs connaissances sur le terrain. Et ça peut être tout simplement aussi le fait de vouloir aller jusqu'au bout d'implications personnelles dans des projets de type humanitaire, partir 8 mois en Inde, au Pérou, au Népal pour accompagner en fait des associations qui localement contribuent à l'éducation, contribuent à l'accompagnement de personnes sur place. Les projets sont extrêmement variés, il n'y a pas de limite. On a aussi une jeune fille là, qui est venue me voir mercredi dernier, qui termine un CAP de cuisine. On pourrait se dire, tiens, c'est bizarre. Ben non, son projet, c'est de monter un restaurant, c'est d'aller dans ce domaine-là. Et assez légitimement, elle a pensé qu'il lui fallait du crédit dans le domaine de la cuisine pour pouvoir avoir matière à développer son activité plus tard. Donc elle passe en ce moment ses examens, on lui souhaite bonne chance d'ailleurs. Et voilà, ça fait partie des projets qui sont développés dans le cadre de cette année de projet individuel. Nicolas, ouais. Oui, sur l'exemple qui a été pris, en fait, je te laisse finir, parce que du coup, il y a une nouveauté qu'on a signée cette année.
Oui, tout à fait. En termes de spécialisation. Oui, avec effectivement une proposition en complément qu'elle a appris mercredi dernier, qui est la possibilité d'un double diplôme avec une école dans le domaine de l'agroalimentaire et notamment spécialisée dans le domaine du vin. C'est quelle école ? L'ESA d'Angers, pour pouvoir permettre à l'étudiante de suivre un double diplôme dans le domaine du vin au niveau international et notamment le domaine du millésime, et avec un semestre en Italie, au Portugal et dans la vallée d'Anjou. Donc je pense que ça l'a beaucoup séduite, je pense que ça complétera bien la première étape en tout cas de sa décision de préparer un CAP cuisine. Et alors moi je vois de plus en plus passer, et ça peut être l'occasion d'en parler aussi aux étudiants, des publicités ciblées sur les réseaux sociaux autour d'un programme, alors le nom m'échappe, mais qui permet pendant 1 ou 2 ans de devenir enseignant contractuel pour l'éducation nationale quand on est diplômé d'une grande école. Ça peut aussi être dans ce cadre-là, on peut faire 1 an pour aller enseigner. Comment ? Sur le projet d'API ? Alors, l'année de projet individuel là oui, sur ce projet-là, est-ce que ça peut être dans ce cadre-là, on peut aller enseigner, par exemple, si on a envie d'enseigner les maths au collège, est-ce que ça peut être aussi cette occasion ? C'est une durée d'année, par contre. C'est la durée d'une année, pardon. Mais sur le papier, oui. Alors ça rentre aussi dans ces projets-là, les services civiques. Je ne sais pas si ça fait partie effectivement de ce que vous évoquez, mais il y a quelques étudiants qui profitent de cette opportunité pour pouvoir accomplir un service civique sur 1 an. Donc en tout cas, plein d'opportunités qui sont offertes aux étudiants. Nicolas, je vous laisse prendre la question suivante. Sur l'alternance à nouveau, est-il possible de faire l'année de césure puis l'alternance ? Alors dans le schéma qui est le nôtre, il faut faire une demi-année de césure et ensuite d'enchaîner sur un contrat de 2 ans avec le statut d'apprenti. D'accord. Voilà, donc c'est une demi-année de césure. Et alors, qu'il faut faire. Embrayons sur cette année de césure. C'est différent de l'année API. Oui. Comment ça se passe ? D'ailleurs, est-ce qu'on peut cumuler API ou césure, ou il faut choisir ? Oui, c'est possible. Non, c'est possible. On peut cumuler. Et césure, qu'est-ce qu'on fait pendant cette année ? L'année de césure à Audencia, c'est vraiment l'année de césure en entreprise et en entreprise uniquement. Donc on fait des stages. Il y a une exigence de 9 mois de stage sur une période de 12 mois. En moyenne, les étudiants font 10,5, je crois, dont un peu plus de la moitié à l'international. Donc voilà, on fait 2 stages parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire des stages de plus de 6 mois de par la loi Cherpion là, de 2014-2015. Donc voilà. Et ça peut être, moi j'aime bien toujours titiller, est-ce que ça peut être un CDD par exemple d'un an ? Bien sûr, oui, on a même des étudiants, alors j'allais dire en CDI, mais pas sur l'année de césure, mais sur le stage de fin d'études. Je crois 25% à peu près de nos étudiants signent un contrat en fait et n'ont pas de convention de stage au premier sens du terme. Donc oui, bien sûr, ouais. Très bien. Et quelle part d'étudiants va faire cette année de césure en général ? Est-ce que c'est une grosse majorité ? 99,5%. D'accord, donc c'est quand même bien inscrit dans le schéma Audencia. Les étudiants veulent faire ça, parce qu'ils ont bien compris que sur un cursus en 4 ans avec l'année de césure, ça les amène sur le marché de l'emploi avec quasiment 2 années d'expérience professionnelle. Et donc toutes les annonces qui disent recherche jeune diplômé avec 2 années d'expérience professionnelle, ça permet de cocher. C'est vrai que l'insertion professionnelle, si elle est bonne, c'est aussi de ce fait-là, je pense. Très bien. Claude, je vous laisse enchaîner avec la question suivante. Bonsoir, quelles sont les modalités d'admission au double diplôme ? Alors, elles sont essentiellement liées en fait au parcours et à la qualité du parcours de l'étudiant. Puisque dès lors qu'il va y avoir des choix, et c'est valable pour les doubles diplômes, c'est valable pour l'ensemble des choix qui sont proposés aux étudiants, on va effectivement demander à l'étudiant d'exprimer ses vœux, et puis observer ensuite la qualité de ses résultats académiques, observer le fait qu'il ait les prérequis pour le double diplôme concerné, notamment je pense aux doubles diplômes internationaux pour lesquels il peut y avoir une exigence de TOEFL, des examens de ce type-là, qui vont générer la possibilité donc de donner accès à l'étudiant au double diplôme. Il faut aussi qu'il y ait un projet en cohérence bien évidemment avec le double diplôme, ça paraît légitime. Je pense qu'on va difficilement vers un double diplôme droit si on n'est pas intéressé par le droit, etc., etc. Enfin, il faut quand même qu'il y ait une forme de légitimité. Et alors, quels sont les doubles diplômes que vous proposez ? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais de manière générale, comment vous résumeriez l'offre de double diplôme à Audencia ? Alors, on a 3 accords de double diplôme avec des instituts d'études politiques, donc 3 IEP différents, j'entends, et il y a quasiment 12 masters différents, si j'ai bien compris. On a un double diplôme avec l'Institut de droit des affaires d'Aix-en-Provence, avec accès à 6 ou 7 Master 2 à l'IDA, à Aix. On a double diplôme en ingénierie, du coup en droit niveau licence avant d'enchaîner sur le master. On vient de transformer notre relation avec l'ESBAN, qui est l'École supérieure des beaux-arts de Nantes,
pour permettre l'obtention d'un double diplôme. Bien évidemment, toute la famille de doubles diplômes internationaux. Là, j'évoquais surtout les doubles diplômes, double compétences. Je crois qu'il y a 25 à peu près partenaires sur des doubles diplômes internationaux, à peu près sur tous les sujets liés au management principalement aujourd'hui. Et l'idée pour nous, c'est d'œuvrer pour avoir des doubles diplômes, double compétences à l'international. Et c'est l'objectif des mois et des années à venir, mais rapidement. Je vous laisse enchaîner avec la question suivante, Nicolas. Sur quels critères jugez-vous les prestations orales SVP ? Donc j'imagine que c'est lié à l'entretien de motivation. Globalement, il y a 4 critères. Il y a la qualité de l'exposé, il y a, avec tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a la dimension ouverture, curiosité, appétence pour la différence, la diversité. C'est une valeur qui est chère à l'école, ça ne me semble pas totalement désuet d'intérêt quand on veut travailler dans le monde des organisations aujourd'hui. Troisième critère sur la dimension relationnelle, et ça c'est vrai que c'est un enjeu fort, parce que vous savez, moi je suis professeur de management et de stratégie à l'origine. Quand vous définissez une stratégie, que vous n'êtes pas en capacité de créer une relation et de partager cette vision avec vos collègues, que vous soyez en finance, en marketing, dans une ONG, dans une institution publique, il va vous manquer quelque chose pour faire la différence. Donc cette dimension relationnelle, c'est effectivement un enjeu important. Et puis le quatrième item, qui est le plus dur pour nous, parce qu'on a 30 minutes pour jauger le potentiel de nos candidats. Donc là, on s'intéresse aux réalisations, à l'ambition, et au fait chez les candidats d'associer une ambition qui est plutôt bienvenue, bien évidemment, mais avec la démonstration de la capacité à se donner les moyens de l'ambition. Voilà, pour le dire tout simplement. Donc pas avoir des rêves qui seraient fous, je veux travailler dans la finance aux États-Unis et gagner 200 cases sans montrer comment on peut réussir à ouais, voilà, ça. Il va falloir un peu, démontrer brièvement, parce qu'on n'a que 30 minutes, mais que cette ambition transpire en fait de cet échange qu'on va passer ensemble. Quelques questions pratiques sur ces entretiens. Ouais. Une première question qui peut arriver, qu'on peut se poser. On arrive dans la salle, il y a combien d'examinateurs ? 2 ? 2, éventuellement 3, pas plus. On arrive, on leur serre la main. Alors là, ça c'est une grande question qui m'a été posée en prépa la semaine dernière. Le bon conseil, à mon avis, c'est de se laisser porter par le jury. Pourquoi ? Parce que des jurys peuvent être sensibles à une poignée de main, mais négativement sensibles, je veux dire. Des fois, les poignées de main, il faut dire, il fait chaud, on est en juin, juillet, elles ne sont pas toujours très fermes et légèrement moites, mais c'est vous qui l'avez dit, voilà. Donc en fait, pour toutes ces raisons-là, le conseil, c'est laissez-vous porter par ce que le jury va vous inviter à faire finalement. Voilà. Et une deuxième question pragmatique, vestimentaire, on s'habille comment pour un jury ? Est-ce qu'il y a des prérequis ? Alors, il n'y a pas de prérequis. Si vous venez en short, en t-shirt et en tongs, on va avoir le sentiment que vous respectez pas trop le cadre un peu formel quand même. On ne va pas se mentir de cet entretien. La cravate n'est pas obligatoire pour ces messieurs, les talons et le tailleur non plus pour ces dames. Voilà, il faut respecter l'événement qui est un événement de rencontre qui est plutôt professionnel, effectivement. Vous savez, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on porte plus de cravate. Moi, j'en porte tout le temps, mais après, c'est un choix. Voilà, mais il n'y a pas d'attendu, il n'y a pas de code vestimentaire. Voilà. Alors moi j'avais déjà posé cette question à un responsable de formation, je lui avais dit est-ce que ma tenue passe ? On m'avait dit non, c'est trop négligé, mais je reformule ma question, est-ce que ça peut être un atout pour se distinguer, par exemple de venir avec une marinière rouge et bien évidemment. Une veste, si on veut travailler dans le domaine de la communication par exemple ? Pourquoi pas, mais c'est toujours à double tranchant. C'est-à-dire que le reste de l'entretien doit être à la hauteur de votre cravate ou de votre chemise, si c'est une chemise à fleurs. Bien évidemment, la chemise à fleurs, welcome. En revanche, si derrière c'est pour, je vais être caricatural, désolé, mais si c'est pour travailler dans l'audit, dans lequel le costume cravate est plutôt de rigueur, de manière classique, on peut s'interroger sur la pleine conscience des codes, là pour le coup, propres à une famille de métiers. Donc c'est plutôt une recherche de cohérence finalement qui nous intéresse. Une petite question pour vous, Claude, qui j'imagine avait vu des entretiens et en avait fait passer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, un mauvais entretien ? Alors, il y a plusieurs choses qui font éventuellement un mauvais entretien. La plus difficile, à mon sens, c'est effectivement un candidat qui va avoir beaucoup d'incohérences dans le propos qu'il va tenir et les réponses qu'il va apporter aux différentes questions qui sont posées par le jury. C'est un candidat qui va avoir du mal à exprimer en fait tout ce qu'il aura pu réaliser et qui va
évidemment, ne pas laisser au jury la possibilité de pouvoir, je dirais, pleinement apprécier la qualité de la candidature. C'est un candidat qui pourrait parfois aussi avoir une attitude un peu désobligeante vis-à-vis des jurys. C'est arrivé, c'est rare, mais ça arrive. Et qui effectivement génère de fait relativement peu d'évaluations positives de la part du jury. Très bien. Nicolas Arnaud, un dernier mot. En lien avec les questions que peuvent poser les candidats, je peux faire de la pub, mais pour le Figaro, il y a un excellent article qui a été publié par l'un de vos collègues il y a 10 jours sur justement les questions un peu décalées qui peuvent être posées et puis avec la formulation d'un certain nombre de conseils. Donc il est accessible. Ça doit être de Wally Bordas comme article. Donc c'est un superbe article, donc voilà, j'invite. Très bien, soyons corporate, effectivement. Voilà. Toutes les infos pour réussir ces euros et les questions un peu décalées. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous, à bientôt à Nantes. Voilà, à bientôt. Et puis courage aux étudiants qui restent avec nous pour la deuxième partie de ce live, puisqu'on va recevoir dans une poignée de secondes Sabri Hayat. Mais juste avant ça, Claude, je vous laisse prendre la question suivante. Comment ça se passe pour l'international? On est sûr de partir dans le pays qui nous intéresse. On peut choisir de partir en entreprise plutôt qu'en université. Alors, sur l'international, effectivement, il y a une multiplicité de choix possibles, puisqu'il y a à peu près 300 destinations qui sont proposées aux étudiants dans le cadre du semestre académique, donc université partenaire. Sûr de partir dans le pays qui nous intéresse, oui, là encore, si les résultats académiques sont à la hauteur, parce qu'il va y avoir une expression de vœu, une expression de choix, et bien évidemment, là aussi, ce seront les résultats qui permettront à l'étudiant de transformer l'essai et de partir là où il le souhaite. Peut-on choisir de partir en entreprise plutôt qu'en université ? Pas tout à fait, on peut surtout cumuler les deux à mon sens, puisque le semestre en université est un semestre académique, donc va effectivement permettre de compléter la formation qui est dispensée dans le cadre du programme Grande École, alors que le semestre en entreprise est une expérience internationale et nous sollicitons d'ailleurs, puisque nous demandons aux étudiants de faire au moins 6 semaines de stage sur la globalité des périodes de stage qui leur sont ouvertes à l'international. Très bien, bonsoir Sabri. Bonsoir. Sabri Hayat, étudiant en 2e année du programme Grande École, et tu arrives juste au bon moment pour la séquence que vous attendez tous et toutes, j'en suis sûr, destination finale. Pour cette destination finale, nous avons préparé une liste de phrases et ça va être à toi, Sabri, d'en piocher une et de la compléter. Hop. Parfait. Alors, si c'était à refaire, je changerais une chose. Ce serait. Et ce serait, et donc 3 petits points. Alors, qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours, dans tes expériences, dans ce que tu as fait, si tu devais changer une chose? Une chose, vraiment c'est compliqué parce que franchement, j'ai rien à changer. Tout a été parfait en vérité. Je pense avoir fait tous les choix parfaits justement pour être épanoui à Audencia. J'ai adoré mon année. J'en suis maintenant nostalgique depuis que je suis en stage à Paris. Donc à vrai dire, j'ai vraiment rien à changer. Tu as fait une année de césure par exemple aussi? Oui, on est obligé de faire cette année de césure là et donc du coup là je fais un stage pour ma première partie de césure dans une boîte de conseil dans l'IT et oui voilà, j'ai pas grand chose à changer. T'as fait des associations dès le début de ton arrivée? Exactement, je crois que c'était la bonne association. J'étais au bureau des étudiants. C'était vraiment super enrichissant. J'ai fait de magnifiques rencontres et à partir de là, j'ai été élu responsable de l'accueil admissible. Et voilà, un souvenir vraiment incroyable. Là, j'en suis nostalgique, vraiment à vrai dire, et j'en garde que des bons souvenirs. Et donc, du coup, je crois que j'ai fait tous les bons choix justement pour être épanoui en école de commerce. Alors, peut-être que ce que tu pourrais changer, c'est éventuellement redoubler une année pour rester plus longtemps à l'école. C'est ça. En fait, j'y ai pensé et ensuite, je me suis dit non, pour les parents, je vais quand même assurer quand même niveau scolaire. C'est possible d'ailleurs de redoubler ou... Ah, ça arrive, bien sûr. Quand les résultats ne sont pas là, de fait, il arrive que nous prononcions des redoublements. Ça peut aller même jusqu'à l'exclusion si jamais ça se passe mal ou avec. Pour aller jusqu'à l'exclusion, il faut avoir quand même déjà été au-delà de résultats académiques insuffisants. Très bien, bon bah voilà. Ça rassure. Donc rien n'a changé, si ce n'est peut-être redoubler, mais bon, c'est pas trop possible oui, quoi. Exactement. Éventuellement. Je te laisse prendre la question suivante, Sabri. Très bien. Alors salut, comment as-tu choisi ton école? Étais-tu admis ailleurs?
Alors, vraiment, Audencia, c'était le choix du cœur, à vrai dire. J'ai été admis dans d'autres écoles, mais j'ai préféré Audencia pour plein de raisons. Déjà, la ville, j'ai beaucoup apprécié Nantes. Lors de mon passage à Nantes, d'ailleurs, j'ai vraiment aimé cet accueil qui était là. Vraiment, tous les admisseurs qui ont répondu à toutes mes questions. Il y a aussi voilà, cet esprit de promo. J'ai eu la chance de ressentir cette chaleur humaine qui est vraiment, qui est vraiment unique. J'ai eu la chance d'aller voir d'autres écoles et c'est vrai que vraiment c'était unique et je voulais absolument retourner dans cette école-là. Donc du coup voilà, j'ai travaillé justement mes euros pour de sorte à ce que je revienne dans cette école. Et voilà, il y a la ville, il y a aussi l'école, cet esprit de promo, mais il y a également les cursus scolaires, les majeurs. Voilà, j'étais très intéressé au départ par la majeure entrepreneuriat. Ce que tu as fait ou tu as changé en cours de route? Alors moi, j'ai fait un autre j'ai choisi une autre majeure en réalité. Laquelle? La majeure management public. Et donc du coup, voilà, c'est en cours de route, tu t'es découvert aussi. Exactement, c'est exactement ça. Et donc du coup, voilà, au départ, j'étais très intéressé par cette majeure entrepreneuriat parce que le fait que ça soit, une opportunité de créer son entreprise en plein cursus scolaire, c'est cet accompagnement qui est justement possible. Ça m'a beaucoup plu et donc du coup, voilà, je voulais faire justement cette majeure entrepreneuriat. Et donc du coup, voilà, c'est un ensemble de choses qui m'ont orienté vers Nantes et vers Audencia. Et alors, ça avait été quoi ton parcours avant Audencia? Tu avais fait une prépa? Alors, j'ai fait 3 ans de prépa, 3 ans de prépa ECE, et j'en garde un bon souvenir aussi, hein, bien sûr. Vraiment un bon souvenir de la prépa? Oui, vraiment, c'était cool. Et en fait, le fait que juste après, après 3 ans de travail, de sacrifice, on connaisse cette ville et cette école qui est Audencia. Vraiment, il y a rien à dire. Et voilà, 3 ans de prépa ECE et ensuite Audencia. Très bien. Claude, je vous laisse prendre la question suivante. Quel niveau faut-il avoir en anglais pour réussir l'épreuve d'anglais à l'oral? La question est un peu compliquée. L'objectif de l'oral d'anglais, peut-être pour expliquer l'épreuve, Ouais. Plus que donner un niveau, c'est très difficile, c'est de soumettre à l'étudiant candidat un texte issu de la presse, de pouvoir lui laisser 20 minutes pour bien sûr prendre connaissance du texte, c'est généralement un texte qui a trait à l'actualité, de pouvoir lui permettre de préparer la synthèse de ce qu'il aura compris du texte qui est issu de cet article de presse, et de pouvoir donc exposer à l'oral la synthèse de cet article. Et puis à partir de cette synthèse, l'enseignant d'anglais va interroger le candidat sur le contenu de l'article, étendre aussi les questions à d'autres éléments peut-être un peu plus personnels pour connaître le candidat, lui permettre de s'exprimer à l'oral, puisqu'on juge bien là de la fluidité de l'étudiant dans son expression orale. L'écrit a déjà été évalué, les épreuves de la BCE sont terminées, donc là on est plus sur la capacité à s'exprimer, à pouvoir exposer une idée, argumenter. Sabri, toi, tu avais quel niveau en anglais au moment de la prépa? J'étais pas excellent, mais pas non plus catastrophique. À vrai dire, voilà, c'est ce que doivent se dire les étudiants. S'ils ont fait 2 ans ou 3 ans de prépa, c'est qu'ils ont déjà un minimum, un niveau d'anglais minimum. Donc du coup, voilà, il faut pas se dire que tout est joué et que c'est pas possible justement de réussir les oraux d'anglais. Tout est possible avec un peu de travail et donc du coup voilà, moi j'avais pas un niveau exceptionnel, mais ça l'a fait. Mais ça l'a fait. Et quelques petits conseils peut-être avant. Est-ce que toi tu avais par exemple regardé des séries, même si est-ce qu'on a le temps en prépa de regarder des séries ou écouter de la musique en anglais pour te faire l'oreille et te faire du vocabulaire? Alors à vrai dire, je regardais beaucoup de documentaires en anglais. Justement en fait pour vraiment travailler l'oreille, etc. Je regardais aussi des séries sous-titrées en anglais. Ça m'a aidé. Et voilà, là, aujourd'hui là, c'est la préparation aux oraux. Donc du coup voilà, ce qu'il faudrait faire, c'est travailler en groupe. 2-3 personnes, s'échanger des questions en anglais, tester son niveau d'anglais. Je crois que c'est le meilleur moyen justement pour réussir. Je te laisse enchaîner avec la question suivante. Très bien. Bonjour. La question suivante qui va arriver dans 2 secondes, la régie. Allez. Comment est-on accompagné dans notre recherche de stage? Alors, on est accompagné, on a une chance, c'est que l'école est à notre écoute.
Ça veut dire qu'on peut directement avoir contact avec des conseillers d'orientation qui vont justement nous aider dans quoi on devrait rechercher notre stage, comment nous orienter justement pour trouver notre stage. Alors il y a plusieurs choses. D'abord il y a les conseillers d'orientation, il y a ensuite le réseau d'alumni. Ce qui est bien, c'est de contacter les anciens étudiants ou ceux qui sont en 2e, 3e année qui vont justement nous orienter, nous aider dans notre recherche de stage, nous conseiller. Vraiment, moi j'en ai profité et vraiment je les remercierai jamais assez. On a également un outil qui s'appelle Tomorrow. En fait, c'est une baseline qui va nous permettre justement de rechercher des stages. En fait, c'est un annuaire des anciens stages, des anciens étudiants. Donc, du coup, on va rentrer directement en contact avec ces étudiants-là pour pouvoir contacter les maîtres de stage de ces personnes-là et leur demander si c'est possible d'intégrer ces stages-là ou quel type de personnes ils recherchent. Et donc, du coup, voilà, on est bien accompagné à Audencia pour ça. Et Claude, parce qu'on sait que quand on recherche des stages, il y a ce qui va entrer en jeu, les fameux, alors je vais employer un mot valise, soft skills. Donc voilà, la manière de s'exprimer, de se présenter, de faire son CV. Là aussi, vous avez un coaching, un accompagnement de vos étudiants? Tout à fait. Alors, il y a des ateliers qui sont très régulièrement proposés aux étudiants dès la première année, qui démarrent en fait au milieu de la première année, à l'issue de rencontres qui sont organisées avec des diplômés pour permettre aux étudiants déjà de pouvoir mesurer les différents profils de métiers qui sont susceptibles de fait d'être réalisés dans le cadre et des stages et après le cursus Audencia. Des ateliers donc accompagnant l'étudiant sur ce terrain des soft skills et puis l'organisation de forums entreprises qui sont autant d'occasions aussi pour l'étudiant de rencontrer directement des responsables de recrutement. Oui. Avec une conduite quand même pour l'ensemble des étudiants, d'entretiens individuels également qui sont organisés notamment avant l'année de césure pour pouvoir optimiser pleinement cette année de césure. Très bien, Claude, je vous laisse prendre la question suivante. Quelles sont les conditions pour intégrer votre parcours gaming et quels débouchés offrira-t-il ? Alors, le parcours gaming va être proposé donc nouvellement en rentrée 2019 aux premières années d'Audencia. C'est un parcours que nous avons construit au travers un partenariat et une implantation prochaine d'Audencia à Angoulême, avec donc le pôle image d'Angoulême. L'objectif, c'est de pouvoir effectivement, au travers ce parcours, proposer une ouverture sur ce domaine du jeu vidéo qui, de fait, est de plus en plus utilisé, on le voit bien, y compris dans la sphère marketing. Il faut que l'étudiant se positionne sur ce parcours dès lors qu'il aura une admission à Audencia, qu'il aura confirmé sa volonté d'intégrer Audencia. Ça fera partie des questions qui lui seront posées à l'issue donc du concours. Et logiquement, on essaye quand même en très grande majorité de satisfaire les premiers vœux de nos étudiants pour leur permettre de découvrir ce terrain. L'objectif en termes de métier, si l'étudiant va au-delà du parcours première année, s'il choisit aussi une majeure dédiée à la création audiovisuelle, c'est véritablement de travailler dans cet environnement de la vidéo qui aujourd'hui est extrêmement utilisé, alors à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans l'univers de la communication, dans l'univers du marketing. Avec Serious Game. Et avec effectivement, tout à fait. Et alors, c'est quoi le profil? J'imagine que vous ne formez pas des gamers, des gens qui jouent aux jeux vidéo, mais plutôt des gens qui vont travailler dans le marketing. Non, plutôt des jeux qui vont travailler avec l'utilisation du jeu pour pouvoir développer effectivement une qualité marketing. Et puis, la création audiovisuelle, c'est aussi la production audiovisuelle. Et on a de manière assez régulière des étudiants qui s'orientent vers ces domaines et qui travaillent dans le domaine de la production. Bon, le parcours gaming n'existait pas à ton époque, ça t'aurait tenté ou t'es bien là où t'es? Je crois que je suis bien là où je suis. Bon, après, plusieurs personnes sont intéressées par justement cette option-là. Je connais des personnes d'ailleurs qui vont la choisir et qui sont intéressées par justement choisir cette option gaming. Moi, je suis pas très attiré par tout ce qui est gaming, mais bon, c'est vrai que c'est une belle opportunité. Et puis l'e-sport est en train de devenir une véritable pratique internationale, donc ça va aussi offrir des débouchés, manager des équipes e-sport, des entraîner, exactement. Organiser des événements internationaux dans ce domaine-là, ça peut aussi être un moyen de développer ses compétences en tout cas. Très bien, écoutez, on va se poser désormais une question de fond. Quelle personnalité correspond le plus à Audencia Business School? Et bien pour le savoir, on passe au Qui suis-je? Qui suis-je?
Pour ce qui suit, nous avons sélectionné en amont une liste de 3 personnalités issues d'univers différents et ça va être à vous deux de me dire quelle personnalité correspond selon vous le mieux à Audencia. C'est parti, Max en régie. Alors, nous avons à gauche Greta Thunberg, une activiste de mémoire danoise, mais je n'en suis pas sûr, très engagée, je crois qu'elle a 16 ans sur les thématiques d'environnement. D'ailleurs, Elle est belge, non? Peut-être belge, je crois. ouais, je sais, ouais, néerlandaise. Oui. Peut-être Ou néerlandaise, On va entre faire les deux. les deux. En tout cas, européenne, et on la voit Oui, beaucoup. tout à fait, Une jeune exactement. fille très engagée sur la thématique de l'environnement, et on a appris récemment d'ailleurs dans l'actualité qu'elle mettait en pause ses études pour vraiment aller au bout de son engagement pour l'environnement. Nous avons au milieu Meghan Markle, une actrice américaine qui a épousé l'un des princes. Alors Harry William, je ne sais pas, je ne sais plus. Harry, me souffle-t-on Harry, je crois, oui. Le prince Harry, et donc qui a mis un peu de côté sa carrière pour un engagement plus citoyen, plus humain. Et puis nous avons à droite Jules Verne, explorateur, écrivain. Alors est-ce qu'il était nantais, Jules Verne Il était en partie nantais. Oui, il était donc, c'est pour ça que la régie Ouais, nous a glissé ouais, Jules Verne. C'est fait. un beau clin d'œil. Alors qui Ouais. de Greta Thunberg, Meghan Markle ou Jules Verne correspond selon vous le mieux à Audencia Business School? Pas facile. Non, pas facile. J'aurais plutôt tendance à aller aux deux extrêmes assez spontanément. Alors Jules Verne parce que c'est un créateur, parce que c'est un développeur, parce que c'est effectivement quelqu'un qui a vécu à Nantes et a mis au point un certain nombre de machines qui, eh bien aujourd'hui, sont encore d'une certaine manière exploitées dans le cadre nantais, puisque on a tout un ensemble de ce qu'on appelle les machines de Lille, qui sont effectivement des nouveautés à découvrir, en tout cas pour les candidats qui viendront sur Nantes. Et puis, cette jeune fille, pour son engagement sociétal, parce que c'est aussi une très grosse marque à Audencia, ça fait partie des dimensions qui nous tiennent à cœur, sur lesquelles nous œuvrons beaucoup. Nous proposons aux étudiants en première année un parcours dédié à la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons développé en 2019 une majeure dédiée à ce domaine. Ça fait partie des dimensions qui, indépendamment de ces choix de parcours, sont quand même de fait dans l'environnement d'Audencia au quotidien sur l'ensemble des cours. Très bien. Voilà. De ton côté, Sabri, vers qui ton cœur irait? Je choisirais l'activiste. D'accord, donc Greta Thunberg. Exactement, parce que voilà, à Audencia, on a cette idée d'audace et elle est audacieuse. Voilà, elle cherche à défendre des idées. Elle met tous les moyens nécessaires justement pour y arriver et c'est exactement ce que l'on retrouve à Audencia. On est à notre écoute et justement pour nous développer, pour être pleinement satisfait de notre vie étudiante, on nous donne les moyens et c'est exactement ce qu'elle fait elle. Très bien, et puis pourquoi pas dans quelques années, elle intégrera peut-être Audencia si jamais elle veut reprendre ses Exactement. études. Pourquoi pas? Claude, je vous laisse prendre les questions suivantes. Alors, votre école a l'air bien, mais je ne sais pas du tout quoi faire et j'ai vu qu'il fallait quand même avoir une idée de carrière pour intégrer votre cursus. À quel type de poste on peut avoir accès? Est-ce qu'on peut être admis en étant indécis? Alors oui, on peut tout à fait être admis en étant indécis et c'est tout à fait presque normal lorsque l'on a suivi un cursus avec une classe préparatoire où on a développé beaucoup de connaissances mais peu d'expérience. Il est très difficile, je pense, de se projeter sur un métier, sur un profil d'organisation, d'entreprise que l'on souhaiterait rejoindre tant que l'on n'a pas non plus mis les pieds à l'étrier et compris en fait quels étaient les enjeux des différentes fonctions managériales. Donc on peut tout à fait arriver en entretien, ne pas avoir de projet précis, avoir probablement une idée de ce que l'on apprécierait, sans être une idée confirmée, sans être un projet à part entière, et ça ne dérangera en rien le jury. Et le jour de l'oral, est-ce qu'il vaut mieux arriver avec cette sincérité et dire je ne sais pas, plutôt qu'arriver avec un projet? Le jury, j'imagine, détecte rapidement quand c'est un faux projet. C'est exactement ça. Et je pense qu'il vaut mieux être sincère, il vaut mieux dire qu'on est encore indécis, qu'on a quelques idées, mais que l'on a besoin justement de ce parcours en école pour affirmer, confirmer ses idées, parfois changer d'avis d'ailleurs. Au vu de ce que l'on va découvrir dans l'univers managérial, de façon à ce que le projet se construise progressivement. Ce que tu nous disais, toi, Sabri, c'est que tu es arrivé avec une idée de projet et puis ça a évolué.
Exactement, exactement. En fait, l'école de commerce va nous permettre de concrétiser notre projet. On arrive, voilà, avec une vague idée de ce qu'on voudrait faire, pardon. Et ensuite, voilà, on va le concrétiser et justement, on va être accompagné pour concrétiser notre projet. Donc, du coup, ce n'est pas un problème justement d'arriver aux euros d'entretien sans projet. Justement, je pense qu'il faut plus être sincère et dire voilà, on n'a pas d'idée concrète de ce qu'on voudrait faire et ensuite on espère justement être admis à Audencia pour pouvoir concrétiser ce projet-là. Très bien, je te laisse enchaîner avec la question suivante, Sabri. Très bien. Lors des oraux, peut-on prendre connaissance des associations présentes sur le campus? Alors oui, bien évidemment. Justement, en fait, l'accueil, lors de l'accueil admissible, vous allez rencontrer plusieurs admisseurs qui porteront un t-shirt rose et qui en fait proviennent de différentes associations. Donc du coup, en fait, l'objectif étant que les admissibles, aillent directement parler aux admisseurs, justement échanger sur leur association. Et voilà, si par exemple je suis intéressé par l'association La Junior Entreprise, je vais justement chercher quelqu'un qui est directement sur le campus pour pouvoir lui poser des questions. En plus de ça, je pense qu'ils auront le droit à un catalogue justement où sont détaillées les différentes associations, ce que l'on fait, les projets principaux de ces associations-là. Et alors, est-ce que tu peux nous faire un petit topo très rapide sur les différentes activités associatives qui peuvent exister au sein d'Audencia? Alors, il y a de tout. Vraiment, si on est intéressé par exemple plus vers le sport, plus par le sport, pardon. Il y aura le bureau des sports justement qui rythme la vie sportive de l'école ou bien sûr il y a également le triathlon Audencia La Baule qui organise un des plus gros événements étudiants de France. Si par exemple on veut se diriger plus vers la finance, il y a Audencia Financial Club ou encore on a la Junior Entreprise. Donc du coup voilà, une des meilleures junior entreprises de France justement qui va nous permettre de travailler vraiment dans le conseil et travailler en étroite collaboration avec des entreprises. Donc du coup voilà, il y a de tout. Du théâtre, j'imagine, de l'œnologie, on en parlait tout à l'heure. Oui, bien sûr. Exactement, bien avec sûr. l'association Le Banquet, par exemple le théâtre avec la comédie musicale qui est organisée par le Bureau des Arts et pas que, ils organisent également d'autres événements. Donc du coup voilà, il y a un peu de tout et vraiment il y en a pour tous les goûts et c'est ce qui est bien à Audencia justement. Il y a près d'une vingtaine d'associations. Et voilà, ceux qui sont intéressés plus par les jeux vidéo, il y en aura pour eux. S'il y en a qui veulent découvrir un peu tout ce qui est comédie musicale, art, théâtre, il y a aussi également une association qui leur est dédiée. Donc du coup, il y a de tout et c'est ce qui est bien à Audencia. Claude, tout à l'heure, Nicolas nous mettait un peu dans le triptyque la vie associative comme un des piliers de la formation. Est-ce que concrètement, ça a un impact sur des carrières, le fait d'avoir eu cet engagement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut revendiquer au titre, par exemple, d'une activité de stage? Ah mais complètement. Alors une activité de stage non, mais ça fait partie intégrante d'un CV et ça permet à un étudiant de pouvoir apporter la preuve de sa capacité à développer un événement, de sa capacité à conduire une équipe, de sa capacité à gérer un budget, de sa capacité à pouvoir de fait structurer et développer une activité. Donc ça fait partie intégrante. Ça fait partie intégrante de l'expérience. Je vous laisse enchaîner avec la question suivante, Claude. Le jury dispose-t-il du CV du candidat pendant l'entretien? Non, le jury ne connaît rien du candidat. Ni les notes? Rien, ni les notes, ni qui il est. Le jury ouvre la porte et accueille le candidat sans a priori, puisqu'il n'y a aucune connaissance transmise au jury. Très bien. Bon c'est clair, rapide, efficace. Sabri, je te laisse enchaîner avec la question suivante. D'où viennent les étudiants et y a-t-il des boursiers? Oui, bien sûr, il y a des boursiers. Il y a de tout en réalité. Il y a des personnes admises sur titre, comme il y a des personnes qui viennent de prépa. Et géographiquement, c'est toute la France, tout le monde, quoi. Il y a des personnes qui viennent un peu des quatre coins du monde et c'est ce qui est bien à Audencia. En fait, Audencia, notre objectif, c'est de s'ouvrir au monde et ce qui est formidable, c'est qu'une fois qu'on est par exemple sur le campus, on voit justement qu'il y a cette variété de cultures. Qu'Audencia a cette volonté de s'ouvrir au monde et de s'internationaliser. Et du coup, c'est vraiment formidable justement et on le découvre une fois qu'on est sur le campus. Un mot sur les étudiants boursiers. Comment ça se passe pour les bourses? Est-ce que c'est des exonérations partielles des frais de scolarité? Est-ce que c'est des bourses plutôt gérées par l'État, Crous? Comment ça marche? Alors, ce sont des bourses du Crous, bien évidemment, qui sont accessibles aux étudiants. Et puis, il y a à Audencia un principe d'aide financière apporté par une enveloppe définie par le conseil d'administration tous les ans qui permet de soutenir en fait un étudiant qui
pour des raisons personnelles, seraient en difficulté. Et donc il faut se faire connaître au moment de Et l'admission. donc il faut se faire connaître exactement. Très bien, Claude, je vous laisse enchaîner avec la question suivante. Comment c'est Nantes en termes de vie étudiante et de sortie? Là, Sabri, je vous laisse. La Je patate crois que je suis chaude. pas crédible sur ce terrain-là. Vous avez aussi votre vision de Nantes. Hein. Oui, j'ai ma vision, mais c'est peut-être pas celle d'un étudiant. Enfin, ça n'est plus celle d'un étudiant. Alors, Alors, moi, comment ça se passe, Nantes? J'ai adoré Nantes. C'est une ville vraiment très très agréable. Pour y vivre, pour sortir, il y a de tout, vraiment, c'est exceptionnel. Et voilà, c'est une petite ville, donc du coup, on vit tous l'un à côté de l'autre. Voilà, on partage tous des moments ensemble, à la fois dans l'école, mais également en dehors. Et vraiment, on a la plage juste à côté, à 45 minutes. Bon, juste à côté, j'exagère un petit peu, mais 45 minutes en voiture, bus. en voiture, D'accord. exactement. Il y a des bus également. Et donc, du coup, voilà, il y a le train également. Donc, voilà. Tout ça pour dire que c'est une ville, franchement, qui est incroyable. Et j'ai beaucoup aimé, moi, qui viens de Paris, qui aimait Paris et qui voulait absolument rester à Paris. À la fin, vraiment, aucun regret. Et tu Vraiment, peux te j'ai projeter adoré. sur une carrière à Nantes, pourquoi pas? Eh ben oui, bien évidemment, pourquoi pas. Il y a plein d'entreprises d'ailleurs qui justement Mais ça se délocalisent développe, à hein, Nantes. ouais. Exactement. Une ville très dynamique et donc du coup, j'encourage justement les gens à y aller parce que vraiment, il y a tout quoi. Puis c'est 1h30, 1 heure de train de Paris, C'est même deux pas heures. 2 heures, Bon, oui, 2 C'est je 2 sais. heures de train de Paris, mais je pense que ce qui caractérise Nantes, c'est une ville à taille humaine, mais c'est une ville extrêmement dynamique, sur lequel, dans laquelle, en tout cas, il y a un très gros développement économique et également un très gros développement culturel. Donc, je pense que beaucoup d'étudiants peuvent y trouver ce qu'ils viennent chercher, en tout cas, dans la vie personnelle, au-delà de la vie d'étudiants laborieux. Et alors, on en parlait tout à l'heure, mais pour rester corporate, je crois que c'est le Figaro Magazine, ou le Figaro tout court, qui a fait il y a quelques semaines un Oui. dossier sur vivre à Nantes avec tous les conseils. Donc, ça voilà. peut permettre de prolonger, à lire Exactement. l'article de Wally Bordas et aller lire Vivre à Nantes du Figaro. Et bien écoutez, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble déjà, mais avant de se quitter, on vous laisse un petit plaisir pour la fin. C'est la chouchoute. Alors cette chouchoute, ça sera pour vous, Claude. Il y a Oui. eu énormément de questions pendant Oui. le live. Vous qui êtes resté pendant 1 heure, laquelle avez-vous préférée? Alors, je pense que dans les questions que j'ai préférées, il y a effectivement 2 questions. Il y a une question qui, avec beaucoup, je dirais, de franchise, a concerné, là tout récemment, le fait de poser des questions sur la manière dont il fallait se présenter à l'oral, cette idée d'avoir un projet, pas de projet, enfin voilà, de pouvoir aborder aussi cette question-là avec beaucoup de franchise. Et je pense que ça, c'est intéressant, c'est une belle valeur en tout cas. Les questions qui m'ont semblé aussi tout à fait intéressantes dans ce qui a été évoqué, ce sont les questions de conduite de projet, de choix, d'accès au double diplôme, de tout ce qui a été présenté comme possible et qui l'est concrètement, mais pour lequel un étudiant peut se dire je ne suis pas encore rentré dans l'école, comment est-ce que tout ça va s'organiser, et si je veux faire ce qui est souvent un petit peu le souhait des étudiants, un double diplôme à l'international, plus une majeure dans tel domaine, plus une API, plus... Est-ce que je vais arriver à tout combiner? Je pense que ça, c'est une vraie question et je pense qu'elle Et c'est possible. Et c'est possible, mais elle est tout à fait légitime. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Merci. Claude Lombard d'avoir été avec nous. Merci à toi Sabri Hayat Merci d'être à venu vous. pour la deuxième partie. Puis merci à Nicolas Arnoux qui était avec nous en première partie de ce live. Et merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir posé toutes ces questions. J'espère qu'on aura pu vous éclairer et vous apporter toutes les réponses nécessaires. Je veux dire un gros mot, mais merde pour ceux qui préparent actuellement les oraux ou qui vont les préparer parce que les résultats arrivent bientôt. Courage à vous et à très vite sur Campus Chanel.